Depuis plus d'un demi-siècle, je n'étais plus qu'une ombre à Colombey. Un nom dans les livres, un portrait sur le mur des mairies. Je pensais en avoir fini avec les affaires des hommes. Or, voici qu'on m'a rapporté ce qu'il advient de la France, ce qu'il en advient en ce début de XXIe siècle, sous un président qui, paraît-il, se réclame de mon héritage. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé, et je me dois de parler. Cet homme, je ne le nommerai pas, car nommer, c'est déjà accorder une place. Cet homme prétend marcher dans les pas du général. Il parle de souveraineté, il parle de grandeur, il convoque Colombey comme on convoque un alibi. Il se fait photographier devant la croix de Lorraine. Certes, il a conservé certaines apparences, la parole solennelle, le verbe haut, l'ambition européenne, la dissuasion atomique, qu'il n'a pas eu au moins l'indignité de démanteler. Mais de la posture au gaullisme, il y a l'abîme, et je vais le décrire. Il me revient qu'en 1966, j'avais retiré la France du commandement intégré de cette organisation atlantique. J'entendais ne plus soumettre nos soldats, nos avions, nos bases, au bon vouloir d'une capitale étrangère, fût-elle amicale. Or, la France y est retournée. Et ce président, non content de cette réintégration que je n'avais pas voulu, propose aujourd'hui, écoutez bien, de partager la bombe atomique française avec ses voisins. La bombe, voyez-vous, je l'avais voulu pour que la France pût parler d'égal à égal avec les plus grandes puissances, seule, sans demander permission, sans tendre la main. On la bradera donc pour une illusion de fédération. Je dis que c'est une trahison doctrinale. Je dis qu'on liquide en quelques discours ce qu'il a fallu 20 années d'efforts, de volonté et parfois de solitude pour bâtir. On me rapporte également que, sous un gouvernement récent, l'article 49.3 de la Constitution a été employé 23 fois en 20 mois. 23 fois. Pour le budget, pour les retraites, pour la sécurité sociale. Je l'avais conçu, cet article, pour les heures de péril, pour qu'un gouvernement pût, en cas d'absolue nécessité, tenir debout devant une assemblée divisée. Il en a fait un moyen ordinaire de passer outre le peuple. Or, écoutez ceci. En 1969, je convoquais un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Le peuple me dit non. Je partis, le soir même, sans commentaire et sans amertume. En 2024, ce président a convoqué une dissolution. Le peuple lui a dit non en désignant majoritairement ceux qu'il disait combattre. Il est resté. Voyez-vous, entre un homme qui s'efface quand le peuple l'en prie et un homme qui s'accroche quand le peuple l'en chasse, il n'y a pas de ressemblance possible. Il y a deux conceptions de la France. Puis sont venues à moi les images d'un peuple en gilet jaune qui, au long de l'hiver 2018, tenait les ronds-points de la France périphérique. Et avec elle, le bilan. 2200 manifestants blessés. Plus de 13 000 tirs de lanceurs de balles.
23 éborgnés, 5 mains arrachées, 1 mort. Le Conseil de l'Europe a parlé de répression disproportionnée. Les Nations unies se sont émues. Le président, lui, a jugé inacceptable qu'on parlât de violence policière. Or, je vous le dis, en mai 68, lorsque ma capitale s'est couverte de pavés, j'ai hésité, j'ai douté. Je suis parti consulter les forces armées à Baden-Baden. Puis je suis revenu. J'ai prononcé 4 minutes d'allocution. J'ai dissous et j'ai gagné devant le pays. Je n'ai pas éborgné le peuple. Je lui ai rendu la parole. Celui-ci a préféré le lanceur de balles. Il y a plus grave encore. Cet homme était venu en 2017 avec la promesse solennelle d'être le barrage aux extrêmes. On m'assure qu'aujourd'hui, ces extrêmes sont à 32%, que leur jeune champion est reçu par le patronat, qu'ils avancent désormais vers le pouvoir, comme on avance sur une route dégagée. J'avais bâti la Ve République, mesdames, messieurs, précisément pour interdire aux extrêmes l'accès aux affaires. Les institutions fortes, la présidence d'autorité, le référendum direct, tout cela avait une fonction, une seule, que la France jamais ne retomba entre les mains des ligues. On avait rangé les ligues. Il les a ranimées, non par ses discours, par le vide qu'il laisse là où il faudrait remplir, par l'entre-soi dans lequel il a enfermé l'exercice du pouvoir, par l'indifférence tranquille avec laquelle il a regardé la moitié du pays lui échapper. Enfin, les affaires. On me cite des noms qui n'évoquent rien au général. Benalla, McKinsey, Uber, GAFAM, des mots dont la musique pourtant m'est familière. Le favori protégé, les cabinets étrangers introduits au cœur de l'État, les intérêts privés aux portes de l'Élysée, les ministres qui défilent comme des saisons, 3 premiers ministres en une seule année. En 1962, je fus moi-même censuré par l'Assemblée. Je dissous, je gagnais, je continuais. 62 ans plus tard, ce président, lui, n'a plus le droit de dissoudre. La Constitution l'en empêche. Il demeure, sans majorité, sans boussole, dans un palais dont il ne sort plus. L'instrument est le même, l'homme n'est pas le même. Alors, qu'ai-je à dire après ces 7 années? Ceci. On a pris ma République comme on prend un costume. On en porte la coupe, on en imite la cravate, on y fait tenir les épaules, tant bien que mal. Mais un costume, voyez-vous, n'a jamais fait le soldat, et un palais n'a jamais fait le président. Je ne juge pas cet homme, je le constate, c'est bien pire. Qu'il se console, la France lui survivra, elle m'a survécu, elle survivra à tout, elle survivra à lui. Voyez-vous, la différence entre cet homme et moi n'est ni d'époque, ni de style, ni de circonstance. Elle est de nature. J'ai servi la France, il s'en sert. Or, on ne se dit pas gaulliste parce qu'on siège à l'Élysée.
On l'est parce qu'on sert et parce qu'on s'efface le moment venu. Je lui refuse ce titre. Je le lui refuse au nom de la France, qu'il porte le nom qu'il s'est choisi et qu'il laisse le mien tranquille. Vive la République, vive la France.